güzel bir yemeğin ardından herkese tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bizleri destekleyen tedarikçi firmalarımızın sunduğu çok farklı eğitim malzeme ve programlarına da göz atma fırsatı bulduğunuzu umuyoruz efendim. Az önce yapmış olduğum duyuruyu tekrar etmek istiyorum izninizle. Sıradaki sunumumuzun dili Fransızcadır efendim. Türkçe çeviri için simultane çeviri aletlerini girişteki deskten temin edebilirsiniz. Değerli konuklarımız, sempozyum uluslararası boyutu olan katılımcıları, paylaşımları ve farklı örnekleriyle adeta teması çerçevesinde dünyayı kucaklayarak bakış açısı ve değerlendirmelere zemin yaratan bir eğitim platformu olup bu bağlamda her yıl ufkumuzu daha da genişletiyor. İşte bu yıl eğitim ve etik teması kapsamında Fransa Milli Eğitim Bakanlığı Etik Kurulu Başkanı ve Baş Müfettiş Christophe Marcelier aramızda. Deneyim, yaklaşım, uygulamalar ve değerler bağlamında şimdi kendisinden paylaşımlarını dinleyeceğiz. Mr. Marcelier, please welcome to the stage. Günaydın. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs de ce 18e symposium de m'avoir invité. Et je remercie aussi, bien sûr, le président de l'association des écoles privées turques, M. Delvalle, pour son accueil, attaché de coopération éducative. Je représente les questions d'éducation auprès de l'ambassade de France. Madame Aksem, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Aksou, le traducteur, qui va vous permettre de comprendre. Alors je ne sais pas si ça fonctionne au niveau de la traduction. Faites-moi signe si c'est OK. Au niveau de la traduction en français, ça fonctionne? Bon, très bien. Le sujet que je vais aborder va nous plonger au cœur de la pratique professionnelle des acteurs de l'éducation, de l'enseignant, mais aussi des cadres, des chefs d'établissement et des inspecteurs. Alors vous allez avoir le diaporama qui pourra être disponible pour vous, donc je vous le dis au niveau, en ce qui concerne vos prises de notes. Le plan de mon intervention, je vais d'abord aborder quelques repères sur l'éducation nationale en France pour que vous puissiez bien vous représenter ce qu'est notamment l'enseignement public et ce qu'est l'enseignement privé par rapport à l'ensemble de notre système éducatif. Alors donc, eu égard à la taille de notre pays, qui est un pays un peu moins peuplé que la Turquie, nous avons un système éducatif qui concerne 12,5 millions d'élèves. Et vous le voyez dans la proportion d'élèves qui font partie de l'enseignement public, suivent un enseignement qui est public, plus des 3/4, 86,1% dans le premier degré, suivent l'enseignement public, et un petit peu moins, mais quand même 78% l'enseignement public dans le second degré. Alors, le système éducatif français est piloté, dirigé, dépend essentiellement de la compétence du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Les textes qui contribuent à la structuration de l'enseignement sont globalement plus restrictifs concernant l'enseignement public, plus guidants. Sur l'enseignement privé, il y a un certain nombre de libertés qui sont octroyées, mais on peut dire globalement que sur les questions d'éthique et de déontologie, nous avons des correspondances étroites. Alors le sujet que je vais l'aborder concernant principalement l'enseignement public, en sachant que dans l'enseignement privé,
hormis sur les questions d'enseignement religieux, puisque 95% des établissements du second degré étant catholiques, nous avons des différences significatives. Les questions d'éthique dans la mise en œuvre des pratiques éducatives se rejoignent globalement, même si elles sont traitées de manière peut-être plus vive depuis quelques années dans l'enseignement public, au regard notamment d'un certain nombre de textes que je vais citer. Alors pour comprendre les enjeux et en même temps les compétences auxquelles renvoient les questions éthiques en éducation en France, il est important de situer la problématique par rapport à la déontologie. Et c'est bien pour cela que dans un premier temps, je vais vous présenter quelques repères qui nous permettent, nous, en France, de penser la déontologie, laquelle est en étroite relation avec l'éthique, on va le voir tout à l'heure. Alors la déontologie renvoie à des règles de conduite, des devoirs, des obligations qui régissent toute profession, mais qui régissent aussi les pratiques des fonctionnaires en France, les fonctionnaires étant les agents du service public. Le système éducatif français n'a pas de code de déontologie, contrairement à d'autres corporations, comme la corporation médicale, la corporation des architectes, par exemple. Mais nous avons une déontologie qui est définie par des textes qui concernent l'ensemble des fonctionnaires du service public. Ces textes définissent des recommandations précises, des obligations, et l'on peut dire qu'en formation, les enseignants sont amenés à traiter de ces obligations, de ces recommandations, à y réfléchir, mais qu'au quotidien, ce n'est pas tant ces textes relatifs à la déontologie qui définissent la déontologie en soi, on va le voir. C'est face aux situations, aux questions complexes, que les questions de déontologie et d'éthique constituent en soi des problématiques spécifiques. Dans le quotidien de l'exercice du métier d'enseignant, on peut dire que la déontologie n'est pas un champ qui véritablement pose un problème. L'éthique, on verra tout à l'heure, quant à elle, soulève des questions d'exigence de professionnalité. Par exemple, vous voyez ici, sur ces 4 types de questions complexes, comme par exemple les critères selon lesquels une décision prise par un chef d'établissement, une décision prise en termes de sanctions, doit respecter la loi, constitue en soi une question qui peut être rapidement complexe à partir du moment qu'elle met en question l'intérêt de l'élève et le respect de la loi. Les obligations auxquelles doivent obéir les comportements des enseignants soulèvent des questions, on va le voir tout à l'heure, des questions éthiques notamment en termes d'évaluation, en termes de prise en charge des difficultés scolaires. Comment faire en sorte pour que les meilleurs choix des enseignants, les choix les plus justes, soient véritablement éducatifs, pédagogiques, éthiques? Ce sont là des questions beaucoup plus fréquentes qui viennent se présenter aux enseignants. Comment agir de manière juste et professionnelle? Là, nous sommes au cœur de l'éthique, à partir du moment que nous posons la question de la justesse de l'action, la justesse du regard, la justesse des représentations. Alors en France, la déontologie, comme pour de nombreuses professions, interroge la morale des acteurs, la morale d'une communauté. Et dès lors que se posent des questions déontologiques, sont mis en jeu des repères moraux qui correspondent à la morale actuelle de notre communauté, à savoir qu'elle est évolutive et que cette morale est régulièrement reconvoquée à l'aune notamment par exemple, des critères de discrimination qui touchent les jeunes.
nous augmentons les critères de discrimination qui sont inscrits dans la loi. Nous sommes à 24, nous étions il y a quelques années à 18, 19. Mais pour mieux comprendre ce qu'est pratiquement et concrètement la déontologie, il faut prendre la mesure du fait qu'il y a une définition explicite par les textes. Les textes nous avons 2 textes de loi, vous le voyez en haut de la diapositive, 2 textes de loi qui définissent clairement la déontologie. Notamment le deuxième qui est paru en 2016, en avril 2016. Mais implicitement, je vais revenir sur ces 2 textes, mais implicitement, la déontologie, elle est véhiculée, elle est transportée par les circulaires, les règlements, par les référentiels de compétences, par exemple le référentiel de compétences du chef d'établissement, le référentiel de compétences de l'enseignant. La déontologie est aussi, d'une certaine façon, traitée, abordée, lorsque est mise en jeu la responsabilité. Et puis, et c'est aussi une des dimensions qui doit être prise en considération, à partir du moment que l'on observe, que l'on est attentif aux attentes, aux besoins psychologiques fondamentaux, aux droits des usagers, et notamment des élèves, on est indirectement dans des questions de déontologie. Enfin, et je l'aborderai tout à l'heure, plus spécifiquement, puisque c'est le thème de votre symposium, lorsqu'on aborde les questions concrètes d'éthique dans la pratique professionnelle. Donc vous le voyez, l'implicite des repères réglementaires, des textes, est beaucoup plus signifiant et impactant que chez nous, en France, les textes même sur la déontologie. Je vais, à partir de ce que vous voyez dans le rectangle bleu, aborder certains de ces éléments qui implicitement viennent impacter la déontologie. Tout d'abord, concernant les responsabilités. Si on considère que la responsabilité est l'obligation morale ou la nécessité de répondre de soi, répondre de ses actes, répondre de ses décisions et d'en accepter, d'en supporter, d'en expliquer éventuellement les conséquences, on peut dire qu'il y a dans la responsabilité des acteurs de l'éducation 3 formes de responsabilité, 3 types de responsabilité. Une responsabilité qui est pénale, qui est rarement pour les enseignants ici mise en cause, mais cela peut arriver sur des questions de harcèlement, par exemple, qui est une question sensible sur laquelle nous travaillons au ministère de l'Éducation nationale. Sur la question, pour les chefs d'établissement, des malversations financières, il y en a eu, rarement, mais il y en a. Là, c'est la responsabilité pénale qui est en cause. Concernant la responsabilité civile, quand il s'agit, par exemple, lors d'un vol dans un établissement, de réparer le dommage subi, le vol, là, c'est la responsabilité civile qui est en question. Mais vous comprenez bien que responsabilité civile et responsabilité morale constituent des responsabilités qui sont ponctuellement mises en cause et convoquées. Ce qui, au quotidien, dans l'acte éducatif, dans la classe et dans le métier de chef d'établissement, est à considérer, c'est la responsabilité morale. La responsabilité morale dans la relation entre l'adulte et l'enfant, dans la relation entre l'enseignant et l'élève. Cette responsabilité morale, elle est notamment dépendante d'une notion, d'une composante extrêmement fondatrice, qui est l'asymétrie. L'asymétrie entre le statut d'élève et le statut d'enseignant. Cette asymétrie qui conduit à considérer l'élève au regard de sa vulnérabilité, à considérer l'élève comme un être en devenir, comme un être qui nous renvoie à des exigences morales. Le chef d'établissement a, par rapport à l'enseignant, beaucoup plus de responsabilités en tant que représentant de l'État, notamment pour nous, et j'imagine que c'est comme ça dans beaucoup de pays, en termes de sécurité. Sa première responsabilité, c'est celle de la sécurité des enfants. Or, on voit bien que la sécurité, ce n'est pas uniquement la sécurité physique, c'est aussi la sécurité dans la relation éducative. Et parler de sécurité, c'est aussi parler
de ce respect de ce besoin fondamental dans la psychologie des enfants, qu'est se sentir en sécurité dans la relation à l'adulte. On va le voir tout à l'heure, j'y reviendrai. Enfin, en termes d'organisation et de fonctionnement, bien sûr, le chef d'établissement a beaucoup de responsabilités concernant le suivi, la continuité du service public, la continuité de l'enseignement, le contrôle des connaissances des élèves. Et il y a là des considérations éthiques qui sont en jeu, notamment dès que l'on parle d'évaluation. Est-ce que les élèves sont tous évalués de manière équitable? Est-ce que, concernant les actions disciplinaires, ces actions disciplinaires engagées sont des actions qui sont équitables sur le plan des critères, équitables sur le plan de la manière dont la sanction est délivrée par le chef d'établissement? Alors la déontologie, en France, a été implicitement dans les textes, dans la législation définie, puisque le nom de la loi ne présente pas la notion de déontologie, à travers une loi de juillet 1983 traitant des droits des fonctionnaires, donc des droits des enseignants du public, et des obligations des fonctionnaires. Alors on voit bien que pour nous, la déontologie, c'est aussi faire respecter les droits des enseignants. Ce n'est pas uniquement faire respecter les droits des élèves. Dans ce respect des droits, les enseignants peuvent être accompagnés d'avocats lorsque la responsabilité morale, pénale ou civile est mise en cause. Les obligations des enseignants sont des obligations professionnelles et des obligations morales, notamment, par exemple, concernant le devoir de discrétion professionnelle par rapport aux informations, aux documents que les enseignants pourraient avoir en leur possession, mais aussi les chefs d'établissement, en matière de réserve sur le plan des croyances dont sont porteurs et qui animent les élèves. Cette loi de juillet 83, on va le voir tout à l'heure, a été complétée par une autre loi, la loi d'avril 2016. On ressent bien, à travers cette loi qui concerne indirectement la déontologie, le rôle important que peuvent jouer les références à la morale. La morale comme ensemble de valeurs, de principes qui permettent de différencier le bien et du mal, oui, bien sûr, mais pas uniquement, de différencier le juste et l'injuste. Et c'est là que cela devient aussi peut-être plus relatif, l'acceptable et l'inacceptable. Et à considérer l'acceptable et l'inacceptable, il est nécessaire, dans ces cas-là, de discuter, de dialoguer avec les élèves pour voir ce qui, de leur point de vue, est inacceptable. La morale comme ensemble de règles, d'obligations, d'interdictions relatifs à la conformation de l'action des enseignants par rapport aux normes morales véhiculées par la société. Au cœur de cette morale, nous avons d'ailleurs eu en avril 2013 un rapport qui a été rendu très important, qui a modifié la structuration de l'enseignement moral et civique, puisque nous nous sommes rendus compte combien nous avions à travailler et à faire travailler les enseignants sur la question de la construction du jugement moral chez les jeunes. Vous avez entendu parler de la vague d'attentats qu'il y a eu en 2015 en France. Suite à ces attentats, de nombreuses questions sur l'éducation aux valeurs, sur l'éducation à la morale se sont posées. Et dans les mois qui ont suivi, le nouveau programme d'enseignement moral et civique qui avait été prévu avant ces attentats a été mis en œuvre. Ces valeurs morales, je vous le disais tout à l'heure, évoluent avec l'évolution de la conscience morale de la population et l'évolution du droit. Donc il y a une étroite relation entre l'évolution de la conscience morale dans la population, parmi les intellectuels, l'évolution du droit et l'évolution des programmes d'enseignement, l'évolution de l'école. L'article du 20 avril 2016, qui est le plus récent, il y a 2 ans, 33 ans après, est venu compléter ce cadre déontologique pour intégrer notamment toutes les notions, les valeurs qui, depuis 30 ans, ont intégré notre société, ont émergé et sont présentes dans le discours éducatif. Parmi ces valeurs, on retrouve notamment la dignité,
l'impartialité, l'intégrité morale, la probité qui veut dire l'honnêteté. Et donc, on peut être surpris que certaines de ces notions nous ayons attendu 2016 avant d'inscrire dans la loi sur la déontologie ces notions fondamentales, comme par exemple aussi l'obligation de neutralité, le respect de la laïcité, qui pourtant, depuis plus d'un siècle, est un des piliers de notre enseignement public. Ce respect de la laïcité n'était pas inscrit dans la déontologie des enseignants et des fonctionnaires. Les chefs d'établissement sont ici beaucoup plus concernés par ce respect des principes parce que c'est sur leurs épaules que pèse cette attention, cette exigence morale dans les moments où ils doivent notamment décider d'une sanction, décider d'une orientation importante à suivre, d'un projet, d'un programme. Ils doivent, et c'est leur devoir, adapter ces valeurs à la mise en œuvre des programmes, à la mise en œuvre des pratiques éducatives, didactiques et pédagogiques. Alors, ces principes de déontologie qui viennent interférer beaucoup avec la morale sont explicités dans la loi et beaucoup de formations initiales prennent le temps d'expliciter, d'analyser, en termes d'analyse de pratique notamment, le sens de chacune de ces valeurs, la laïcité étant pour nous un des objets extrêmement importants pour le maintien des équilibres, à la fois à l'échelle des classes, le maintien de la qualité des enseignements, mais aussi à l'échelle des établissements et à l'échelle du pays entier. C'est vraiment une valeur et un principe structurant pour notre système éducatif. La nécessité pour les enseignants de se consacrer exclusivement à l'exercice de ces fonctions, de leurs fonctions, a été ajoutée dans la loi puisque nous avions à ce niveau-là quelques dérives il y a 7-8 ans. Je vais maintenant, puisque traiter d'éthique et de déontologie, c'est nécessairement, et comme cela a été très bien dit ce matin par Monsieur le ministre et par Madame Inayet Haïdine, c'est bien sûr traiter des valeurs. Et les valeurs sont extrêmement ici bien mises en cause et mises en relation avec les questions d'éthique. Ronald Legendre, chercheur canadien, définit les valeurs comme un idéal partagé qui est relatif aux manières d'être, d'agir, de ces manières d'être qui l'on peut considérer comme durables et désirables. Et on voit bien, et cela a été dit ce matin, que les questions écologiques, les questions économiques mettent en cause régulièrement les valeurs qui nous animent. Les valeurs sont aussi, si on prend cette définition que l'on peut trouver sur Wikipédia, et c'est intéressant ici d'y se référer, ces valeurs renvoient à des attitudes, des comportements que l'on juge estimables. Et c'est bien à l'aune des comportements, en regardant et en observant les comportements, que l'on voit si les valeurs sont véritablement présentes. Nous devons apprendre à nous méfier de nos propres discours et à regarder si véritablement nous mettons en œuvre les valeurs que nous préconisons. Olivier Rouboul, philosophe de l'éducation, nous dit, et c'est très intéressant, parlant des valeurs personnelles, qu'une valeur s'observe en fonction de l'énergie, du temps que l'on est prêt à consacrer à une idée, une attitude, un projet, pour défendre une valeur. Quelle énergie, quel temps est-on prêt à consacrer? Ces valeurs, elles doivent être aussi observées comme valeurs éducatives. Et dans les textes, dans nos textes réglementaires, si l'on observe depuis ces 30 dernières années, depuis 1989, on voit que progressivement, nous avions au tout départ une école fondée sur, bien sûr, la laïcité, la citoyenneté, l'égalité des chances, qui restent des valeurs très actives. Nous avons, depuis quelques années, intégré de nouvelles valeurs éducatives, comme la différenciation, la capacité à prendre en charge de manière différenciée les apprentissages des élèves, les difficultés des élèves. L'inclusion, puisque ici il s'agit du handicap, la loi sur le handicap en 2005 nous a obligés à intégrer dans les établissements et
de manière beaucoup plus éthique des élèves porteurs de handicap. La bienveillance qui, depuis le discours du ministre de l'Éducation Vincent Peillon en 2012 est venue brutalement refaire surface dans le système éducatif français de manière très vive et qui a été repris par les ministres successifs Najat Vallaud-Belkacem et notre ministre actuel Jean-Michel Blanquer. La bienveillance sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui véritablement fait un trait d'union entre les questions d'éthique et les questions d'efficacité et de réussite scolaire. L'esprit critique qui, avec le développement d'Internet, nous amène à une très grande vigilance. L'égalité filles-garçons, qui constitue véritablement une valeur sur laquelle, depuis 2013, nous travaillons beaucoup, notamment s'agissant de l'égalité des droits et de l'égalité de traitement. Beaucoup de parents ont eu peur sur le plan éthique que l'on cherche à faire en sorte que les filles deviennent des garçons et les garçons deviennent des filles. Il y avait une mauvaise compréhension de ce que c'est que pour nous l'égalité filles-garçons. L'égalité filles-garçons, c'est l'égalité des droits et l'égalité de traitement, ce qui est différent. La persévérance, puisque nous luttons depuis 2013-2014 de manière beaucoup plus vive et volontariste sur le décrochage scolaire. Ces élèves qui d'abord décrochent cognitivement, puis décrochent scolairement, c'est-à-dire qui abandonnent l'école et sortent du système éducatif sans diplôme, qui est véritablement un problème à la fois moral mais aussi économique, puisque un décrocheur nous coûte 230 000 €, un décrocheur, et nous avons actuellement 100 000 décrocheurs par an dans notre système éducatif. La confiance, qui est une des valeurs phares de notre ministre et qui est véritablement une valeur au cœur de l'éducation parentale, mais de l'éducation aussi scolaire. Enfin, une valeur que notre ministre actuel a voulu réaffirmer, qui est une valeur centrale concernant l'éthique, celle du respect d'autrui. Je vais être amené à y revenir tout à l'heure. Ces valeurs, je le disais tout à l'heure, nous plongent dans le débat entre le dire et le faire, la question des choix et des actes, des comportements qui sont véritablement porteurs de valeurs. C'est face aux situations de résistance, face aux obstacles, voire aux dilemmes que rencontrent les personnels de l'éducation que l'on voit les valeurs qui les animent. Ce n'est pas lorsque tout va bien, c'est lorsque c'est difficile que l'on voit les valeurs qui s'expriment. Claude Paquette, chercheur canadien, distingue d'ailleurs les valeurs de préférence, qui correspondent à des idéaux, celles que l'on formule, et les valeurs de référence, celles que l'on incarne, celles qui sont vécues dans les actes, dans la réalité quotidienne de la relation éducative. C'est aussi la réitération, le fait de formuler, d'expliciter les valeurs qui contribuent à leur développement. Notamment lorsque un élève émet une idée qui est différente de celle que l'on veut enseigner, lorsqu'un élève résiste au projet que l'on a pour lui, lorsque des contraintes, des difficultés de vie scolaire sont mises en débat. Si l'on dresse la carte des valeurs, ici vous avez en bleu les valeurs de la République, nos 3 valeurs, puis une 4e qui a été rajoutée pour l'éducation il y a quelques années, nous avons véritablement 3 valeurs structurantes dans le système éducatif français, la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous avons, face aux problèmes de discrimination qu'il y a dans les établissements scolaires, notamment à l'âge du collège, entre 10 ans et 15 ans, tant de problèmes de moquerie que nous avons considéré que la lutte contre les discriminations devait constituer une valeur centrale pour nous. Mais les valeurs de la République doivent être mises en relation avec toutes les valeurs du vivre ensemble. Et ces valeurs du vivre ensemble, comme la justice, la paix, le respect, la citoyenneté, le droit, l'humanité, constituent pour nous des repères essentiels dans les échanges que nous avons avec les élèves et dans les enseignements. Or, si l'on veut travailler sur les valeurs, il faut bien sûr pas uniquement définir ces valeurs, mais aussi et surtout travailler sur les liens qu'il y a entre ces valeurs, les liens dialectiques. Par exemple, problématiser, proposer comme problème les rapports qu'il y a entre humanité et fraternité, entre responsabilité et fraternité. En quoi la citoyenneté permet-elle de mieux respecter le droit ? En quoi l'autonomie renforce-t-elle la responsabilité et réciproquement? En quoi
faire preuve d'honnêteté, c'est faire preuve de respect, etc., etc. C'est bien dans les rapports entre les valeurs que les questions éthiques se soulèvent. Au cœur de ces valeurs républicaines, vous voyez la laïcité ici en vert. C'est bien parce que la laïcité, au-delà d'être une valeur, la laïcité est un principe. C'est un principe structurant qui n'est pas discutable, qui fait par nous partie de notre système éducatif, tout comme il fait partie du vôtre aussi. C'est la laïcité qui permet de donner vie, de donner corps et existence à ces trois valeurs centrales, nos trois valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Comment, sans laïcité, peut-on concevoir l'égalité? Peut-on concevoir une fraternité véritablement vivante et active? Peut-on envisager l'exercice des libertés? Je vais maintenant aborder la question de l'éthique parce qu'elle nous plonge au cœur de l'action éducative et pédagogique. Et c'est véritablement une très très belle chose que ce symposium porte sur une question aussi fondamentale. Et cela montre aussi toute la conscience qu'est la vôtre de l'importance de ce sujet-là. Et je pense qu'en France, nous gagnerions à avoir aussi régulièrement des symposiums sur ces sujets-là parce que ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent. L'éthique est discutée, mais il y a encore tout un chemin et beaucoup de chemin à accomplir. Parce qu'entre le déclaratif et ce qui est incarné dans les écoles, il y a pour moi encore de grosses différences. L'éthique est une notion polysémique. Il faut bien sûr aller voir du côté des définitions pour essayer de prendre la mesure de la complexité de cette notion. Les philosophes moralistes, d'ailleurs, en France, ont souvent confondu volontairement éthique et morale. L'éthique n'est pas un ensemble de valeurs, ni de principes en particulier. Il s'agit plutôt d'une disposition, d'une réflexion, d'un espace de réflexion que l'on va ouvrir, d'une disposition psychique qui s'intéresse à ce qui est bien pour l'autre, à ce qui est bien pour le devenir, pour l'avenir de l'autre, pour le devenir, l'avenir d'un groupe, d'une communauté. L'éthique s'interroge sur les valeurs morales et les principes moraux. Et c'est le grand spécialiste français des questions d'éthique, Éric Prérat, nous dit que l'éthique interroge la morale et les devoirs de tout acteur de l'éducation envers l'élève. À partir du moment que l'on interroge la morale, qu'on se pose la question de savoir ce qui est bien ou pas bien, on est dans une démarche éthique. Et ce n'est pas toujours la décision qui suit qui nous place dans l'éthique, parce que parfois la bonne des décisions, c'est de ne rien faire, de laisser faire. La décision éthique est parfois celle qui consiste à ne rien faire. L'éthique est aussi considérée par certains auteurs, comme Sandra Logier, comme un espace de réflexion, une ère de questionnement où l'on délibère, où on réfléchit seul, parfois pendant quelques secondes ou en groupe, pendant plusieurs minutes, sur la meilleure décision, la meilleure conduite à adopter pour le bien d'autrui. C'est donc une attention au singulier, une attention à ce qui est particulier chez l'autre. Paul Ricoeur, ce philosophe que vous connaissez, nous dit que l'éthique, la vie éthique, c'est le souci de l'autre. C'est se placer, comme le dit un autre philosophe français, Philippe Mérieux, c'est se placer du côté de l'autre, faire preuve d'empathie cognitive, d'empathie émotionnelle, pour essayer de comprendre ce qui anime l'autre. L'éthique relève enfin d'une forme de sagesse pratique, d'un art de l'orientation de la conduite humaine, d'une philosophie de l'action, et donc pour nous en éducation, de l'action éducative, de l'action pédagogique. C'est bien en tant que philosophie qu'elle doit être observée, considérée. À réfléchir sur des questions d'éthique, il me semble qu'il y a 6 principes qui doivent être fondateurs, de mon point de vue, de l'exigence éducative et pédagogique. Tout d'abord, ce que l'on peut appeler le respect inconditionnel de l'autre. Le respect inconditionnel de ce qu'il est en tant que personne, de sa dignité, de son identité, de ses droits, ses besoins psychiques, ses émotions, ses biens, de tout ce qui lui appartient. Ce qui n'interdit pas de juger son comportement,
mais de respecter ce qui lui appartient. Autre principe éthique, la confiance dans son éducabilité. Accepter l'élève là où il en est actuellement et considérer qu'il est comme tout autre éducable. Autre principe, la bienveillance. D'ailleurs, étymologiquement, la bienveillance, c'est veiller sur ce qui est bien pour l'autre. Donc il y a un rapport étroit entre bienveillance et éthique. Pour nous, alors que nous parlons beaucoup de bienveillance depuis 4 ans dans notre système éducatif, finalement nous parlons beaucoup d'éthique sans employer toujours le terme éthique, qui est un terme pour nous très philosophique. Nous parlons plus souvent et plus facilement de bienveillance en associant cette bienveillance à l'exigence, puisque c'est la bienveillance qui facilite et qui permet l'incarnation des exigences. L'équité, l'inclusion sont aussi des valeurs très fortes. L'égalité des droits et de traitement, je vous le disais tout à l'heure par rapport à l'égalité filles-garçons, mais l'égalité entre les élèves. À partir du moment que l'on est attentif à l'égalité des droits, l'on est dans une démarche qui est éthique parce qu'on va dans l'intérêt de l'élève. Enfin, l'éthique participe de l'exercice de la professionnalité. Chercher à se professionnaliser, cela va de pair pour nous avec la réflexion éthique, et c'est en formation initiale et surtout en formation continue un sujet très sensible. Les élèves étudiants, les stagiaires étudiants, souvent trop jeunes, ne se rendent pas compte des fois au début de leur formation des enjeux éthiques de leurs actes. Il faut attendre 1 an, 2 ans avant véritablement d'aborder cette question-là en formation continue de manière efficace. Je vous parlais tout à l'heure des référentiels de compétences qui sont pour nous des éléments structurants au niveau de l'éthique. Nous avons dans notre référentiel de compétences des enseignants un texte qui montre qu'il y a une compétence liée à l'éthique. Et quand on regarde ce texte, vous voyez, j'ai mis en bleu et en grosses lettres les verbes qui sont ici conseillés pour pouvoir promouvoir un certain nombre de comportements professionnels. C'est bien dans les actes et dans les verbes d'action et la manière dont ces actions sont mises en œuvre que la question éthique est mise ici en relief. Comment, en tant qu'enseignant, se mobiliser pour les élèves? Comment contribuer à assurer leur bien-être? Comment respecter et faire respecter des règles dans un établissement? La question du comment nous plonge dans l'éthique parce que l'on voit bien qu'il y a 1001 façons de veiller à ce que la mise en œuvre de ces compétences soit effective, qu'elle donne des résultats. Ce n'est pas si simple que cela. Nous avons depuis 2 ans un nouveau référentiel, un nouvel outil pour évaluer les enseignants, et dans la grille d'évaluation des enseignants, nous avons un item en bas sur le respect de l'éthique, sur l'exercice de la responsabilité. Or, quand l'on regarde bien tous les items, on peut se rendre compte que l'éthique se situe à tous les niveaux. Elle est sur la manière de travailler collectivement, elle est sur le langage que l'on utilise, sur la manière dont on évalue les progrès des élèves, sur la manière de coopérer avec une équipe. L'éthique est exigeante et nécessairement convoquée à tous les niveaux, au-delà même du niveau explicite qui est celui du dernier item. Une personne, et je vais maintenant aller beaucoup plus sur des questions d'éthique relationnelle qui a été, quand j'étais universitaire à l'Université de La Réunion, l'un de mes sujets de recherche pendant 17 ans. Comment un enseignant agit avec éthique dans sa relation pédagogique? Dès lors qu'il réfléchit, qu'il délibère sur sa décision, qu'il réfléchit à ses représentations, sur la manière la plus juste d'agir, de se conduire avec les élèves, de se comporter, de les respecter, sur la manière d'intervenir. Les sciences de l'éducation font partie des sciences de l'intervention. Lorsque nous éduquons, nous intervenons dans la vie d'autrui. Et réfléchir sur la manière dont on éduque, c'est réfléchir sur la manière dont on intervient dans la vie de l'élève. Et réfléchir sur la manière d'intervenir, c'est réfléchir sur tous les petits
moment d'intervention, toutes les petites interventions, quelles qu'elles soient. Comment on autorise, comment on interdit, comment on sanctionne, comment on évalue, comment on soutient, comment on aide. Dès lors qu'un enseignant s'interroge sur la nécessité ou pas d'intervenir, dès lors qu'il se pose la question « à quel moment faut-il que j'intervienne ?» Et si j'interviens, dans quel but je vais intervenir? Et puis si je décide vraiment d'intervenir, alors tout ça, ça va très vite, ça prend parfois quelques secondes, quelques microsecondes, alors de quelle manière j'interviens? Or on sait, on va le voir tout à l'heure pour terminer, que la manière d'intervenir est extrêmement signifiante pour l'élève. Si on dit à un élève « oui, c'est très bien », on lui dit « c'est très bien », mais le ton n'est pas là, et l'élève entend que ce n'est pas très bien. Il y a, en observant les classes, me semble-t-il, des situations où bien des résistances que rencontrent les enseignants, bien des dilemmes moraux, les amènent à engager des espaces de délibération éthique. Et dans la relation éducative, il y a, me semble-t-il, 3 moments délicats qui reviennent régulièrement. Le premier de ces moments, c'est tous ces moments très fréquents où un élève rencontre des difficultés. Et la question posée à l'enseignant, c'est qu'est-ce que je fais de cette difficulté? Comment j'accompagne l'élève? Cette question est de nature éthique. Comment je vais accompagner l'élève? Comment je vais accompagner sa résistance? Qu'est-ce que je fais de la résistance qu'il oppose au projet que j'ai pour lui? Et puis il y a tous ces moments, alors déjà tous ces moments de résistance par rapport à ces difficultés, c'est de nombreux moments. Et il y a aussi tous ces moments liés à l'évaluation, parce que l'évaluation pose la question du jugement de l'autre, l'élève qui se sent jugé à travers le jugement de son travail. Comment on présente l'évaluation? Quel discours on a sur l'évaluation? Comment on fait vivre l'évaluation? Et surtout, comment on rend le travail? Comment on rend les résultats? Par exemple, lorsque l'on classe les résultats, sur le plan éthique, cela pose beaucoup de problèmes vis-à-vis des élèves les plus vulnérables et les plus fragiles. Comment celui qui vit de l'échec successif peut-il interpréter le fait qu'il soit le dernier à qui on rend la copie, à qui on rend le travail? Enfin, troisième, excusez-moi, je ne vais pas assez vite au niveau de mes diapositives, comment, dans ce troisième moment, on exerce l'autorité? Conduire une classe, conduire un grand groupe, c'est très difficile. Le métier d'enseignant est sans doute le métier le plus complexe aujourd'hui dans notre société, où que nous soyons. Comment on exerce son autorité? Exercer son autorité sans porter atteinte à la dignité, exercer son autorité avec justice, c'est véritablement une question éthique. Permettre à l'élève de sentir que la décision que l'on prend suite à un comportement qui n'est pas acceptable et juste, c'est véritablement une question très très délicate. Parce qu'on s'en rend compte, et notamment chez nous en France, la question de la justice est une question qui est mal vécue par les élèves. 30% de nos élèves, depuis une quinzaine d'années, nous sommes stables, nous plafonnons à 30%, 30% de nos élèves considèrent qu'il n'y a pas assez de justice en classe. Justice dans l'autorité, justice dans l'évaluation. On a véritablement un problème avec cette justice qui n'est pas suffisamment élevée. Travailler sur la professionnalité donc, et éthique, c'est travailler sur ces types de moments délicats de manière concrète. On ne peut pas améliorer l'éthique professionnelle si on ne travaille pas en analyse de pratique sur la manière dont les enseignants vivent ces moments délicats. Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'à la question centrale que vous avez en haut de la diapositive, cette question « qu'est-il juste que je fasse ?» pour le bien de l'élève, qui est vraiment la question centrale pour moi en pédagogie et en éducation. Qu'est-il juste que je fasse dans mon comportement pour le bien de l'élève? Comment agir au mieux? À ces questions centrales, les philosophes des siècles des Lumières, mais aussi les philosophes moralistes, après, nous ont donné des repères pour pouvoir répondre à cette question. Des repères à cette question qui est de nature éthique. Ils nous disent qu'en matière d'éthique, il y a 3 grandes orientations à laquelle je vais ajouter une 4e. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est bien pour cela que j'appelle, et c'était le titre d'un de mes derniers ouvrages,
je considère que l'éthique est une boussole, peut être une boussole pour l'enseignant, notamment dans ces moments délicats. Le premier repère, la première orientation philosophique, c'est le respect du droit. Parfois, dans certaines situations, un enseignant peut considérer, un chef d'établissement peut considérer que la meilleure des orientations pour l'intérêt de l'élève, c'est de faire respecter la loi, le règlement de l'élève. Et il n'y a pas d'autre possibilité parfois, et que parfois on considère que c'est la meilleure. Autre orientation possible dans certaines situations, c'est de considérer qu'il faut être attentif aux conséquences de la décision que l'on va prendre. Lorsqu'un enfant est battu chez lui par ses parents, et que l'on lui inflige une sanction, et qu'on sait très bien que si on informe le parent que leur enfant a été sanctionné, ça va être la double peine pour l'enfant. Est-ce que la double peine est une bonne chose pour l'élève? Cela nous conduit à la deuxième orientation, vous voyez, qu'on appelle le conséquentialisme, anticiper les conséquences, et parfois la bonne décision, c'est de ne pas respecter le droit dans une situation très particulière et d'anticiper sur les conséquences. C'est toute la différence entre l'égalité et l'équité. Et nous essayons de travailler sur ces questions-là avec les enseignants et les cadres pour adapter les comportements éthiques aux situations les plus singulières. Et c'est cela même l'essence de l'éthique, l'attachement au singulier. Troisième orientation, c'est l'exercice des vertus, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on observe chez beaucoup d'enseignants dans le monde entier, ces enseignants qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour les élèves, qui font le mieux qu'ils peuvent, qui font preuve de patience, de bienveillance, de courage, d'attente, d'écoute. L'éthique, c'est cela, c'est dans ces micro-gestes professionnels, et l'on peut considérer que lorsque l'on est dans d'essayer de faire pour le mieux, avec soi-même, alors on est déjà dans une disposition éthique. Enfin, et mon travail m'a amené dans les années 2009-2010 à considérer qu'il fallait ajouter une quatrième dimension. Une quatrième dimension qui nous renvoie, nous, au système éducatif français, à nos difficultés. Nous avons des difficultés pour être efficaces dans le traitement des élèves vulnérables. Faire réussir les élèves fragiles, c'est difficile pour nous. Nous sommes très bons pour faire réussir l'élite dans notre pays. Pour les élèves en grande difficulté, c'est beaucoup plus difficile. Nos résultats internationaux à PISA montrent que nous avons beaucoup de progrès à faire. Et donc, pour prendre en charge ces élèves vulnérables, il y a une quatrième dimension éthique qui me paraît essentielle, c'est celle du care, celle du soin. Le soin que l'on va apporter à ces élèves qui sont plus fragiles que les autres parce qu'ils traversent un épisode douloureux avec leur famille ou avec leurs camarades et qui nécessitent une attention particulière à leurs besoins psychologiques fondamentaux. Et c'est, vous voyez, sur ces besoins psychologiques fondamentaux que je vais aborder la dernière partie de mon intervention. Il y a, de mon point de vue, dans la psychologie contemporaine, quelque chose d'absolument essentiel. Je ne fais pas une conférence, et je fais beaucoup de conférences chaque année, sans montrer cette diapositive. Pourquoi je ne fais pas de conférence sans montrer cette diapositive? Parce que beaucoup de problématiques éducatives ont comme point d'ancrage des solutions qui sont adossées à la prise en compte des besoins psychologiques fondamentaux des jeunes. Beaucoup de jeunes ne vont pas bien, il y a du mal-être parce que leurs besoins psychologiques fondamentaux, quelques-uns de leurs besoins, ne sont pas satisfaits. Un jeune, si on prend le premier besoin en rouge, le besoin de sécurité, un jeune qui n'est pas sécure dans la relation au professeur, comment peut-il bien apprendre? Si c'est un élève solide, qui a de la résilience, de la capacité à rebondir sur les difficultés, parce qu'il a des parents qui l'aident à construire cette résilience, il n'y a pas de difficulté. Mais si c'est un jeune dont les parents ne sont pas disponibles, ne sont pas préparés aux questions d'éducation, alors cette insécurité dans la relation à l'adulte va fragiliser l'estime de soi. Et l'estime de soi, vous voyez en orange plus loin, plus haut, c'est la composante psychologique centrale de la psychologie contemporaine. Tous ici que nous sommes avons de l'estime de nous-mêmes, ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Combien de jeunes
Combien de jeunes, par manque d'estime d'eux-mêmes, n'ont pas pu trouver une voie de réalisation professionnelle. Et donc cette question du besoin d'estime de soi est centrale. En éthique, respecter l'estime de soi, respecter le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, puisque nous avons ici en vert ce besoin ici qui est mis à mal, qui est extrêmement fragilisé dans cette période où nous avons beaucoup de mixité sociale. C'est une question pour nous très délicate. Comment respecter le besoin d'appartenance de nos jeunes? Besoin de stimulation, de compréhension, de justice. Le besoin de justice est le besoin à fleur de peau des adolescents. C'est le seul besoin qui n'est pas refoulé. Très souvent, il reste à la conscience. Un jeune qui considère que le comportement de l'adulte n'est pas juste, il va le dire, il va le penser, parfois le dire. Et une démarche éthique consiste parfois à s'excuser, à dire pardon. Alors on ne peut pas le faire tous les jours. Bien sûr, un enseignant qui s'excuserait tous les jours, c'est un enseignant qui perdrait son autorité. Mais la prise en compte de la justice est une dimension qui peut renforcer l'autorité lorsque parfois la décision prise n'est pas juste. Et cela peut arriver. Nul enseignant, nul chef d'établissement est parfait. Besoin d'expression de soi, les élèves ont besoin d'avoir des espaces d'expression d'eux-mêmes, besoin d'autonomie, de réalisation. Nous manquons, nous, dans notre système éducatif français, d'espaces d'expression. Nous y sommes de plus en plus attentifs, notamment dans le cadre de l'enseignement moral et civique, mais, je peux le dire, nous manquons encore d'espace dans bien des établissements. Alors, cette question de l'éthique résonne avec la manière d'être, avec les savoir-être. Et il ne peut pas y avoir d'éthique sans un attachement à la manière de communiquer sur le plan verbal, sur le plan non verbal et sur le plan paraverbal. La manière de prendre le temps, d'accorder sa confiance, la manière de juger avec équité, je l'ai déjà dit, la manière d'utiliser les erreurs des élèves positivement, la manière d'exprimer sa considération de manière positive, de faire des feedbacks positifs. Le chercheur australien John Hattie, dans sa méga-analyse qui concerne 50 000 travaux de recherche dans le monde, dit que le premier facteur de réussite des élèves, c'est le feedback positif. Le feedback, c'est quel renforcement positif, quelle rétroaction positive, quel feedback faisons-nous en tant qu'enseignants pour encourager un élève. C'est le premier des leviers. Et le deuxième levier, il indique, c'est la confiance dans la relation. Toute éthique suppose de la confiance et de la bienveillance. Il y a donc une recherche d'équilibre permanent pour tout enseignant. Et pour terminer sur cette question de la bienveillance, je voudrais vous montrer comment, pour nous en France, cette question de la bienveillance, qui est une question qui soulève beaucoup de débats, est intéressante à aborder en comparant la bienveillance passive, celle où on va placer un élève devant soi, on va faire attention à ne pas le blesser, à ne pas le décourager, le juger. Ça, c'est la bienveillance passive. Mais est-ce une bienveillance éthique? Est-ce que la bienveillance éthique n'est-elle pas la bienveillance active, celle pour laquelle je fais attention à mes regards, à ma qualité de présence, à mon soutien de proximité? Est-ce que je fais attention au feedback positif, à installer des moments métacognitifs, des moments où je vais discuter avec l'élève sur la manière dont il apprend? Est-ce que je respecte ses besoins fondamentaux? Est-ce que je choisis les références culturelles de manière respectueuse de l'histoire et de l'identité de chaque élève? Est-ce que je manifeste de l'intérêt pour chaque élève? Nous savons qu'un des leviers de l'éthique, c'est l'intérêt que l'on manifeste vis-à-vis notamment des élèves les plus faibles. Les élèves les plus faibles ont besoin d'une relation significative. Eh bien, ici, nous sommes sur une démarche qualité. Et pour nous, les questions de bienveillance posent des questions de démarche qualité. Et on le voit, c'est une question d'exigence pour les enseignants vis-à-vis d'eux-mêmes. Avant d'être une exigence vis-à-vis des élèves, c'est avant tout une exigence vis-à-vis de soi-même. C'est pour cela que le devoir d'exemplarité que soulève la question éthique est une question absolument passionnante, une question très vertueuse. Je vous disais que dans la relation pédagogique, la communication est au cœur. C'est la manifestation de la relation.
la qualité de la relation s'observe à travers, vous le voyez sur l'axe central, la qualité de la communication. Bien sûr, il y a les représentations, la cognition derrière, les valeurs qui nous animent. Bien sûr, il y a les émotions. Et en France, nous commençons tout juste à travailler sur les sentiments et les émotions. Nous avons du retard par rapport à certains pays, puisque dans les pays nordiques, au Canada, ce sont des sujets sur lesquels on travaille depuis des années. Nous commençons à considérer que dans l'éducation morale et civique, c'est une dimension essentielle pour créer une qualité de la relation. Alors il y a, me semble-t-il, dans la manière dont on crée la relation avec l'élève, la relation c'est une création quotidienne. Faire preuve d'éthique dans la relation, c'est une création quotidienne. Ce n'est jamais gagné d'avance. Il faut recréer par son attention, par les efforts sur soi, par l'aide, la qualité de l'aide, il faut recréer la relation avec l'élève tous les jours, à chaque instant. Il y a 4 réciprocités à construire de mon point de vue. La première de ces réciprocités, c'est la confiance mutuelle, la confiance réciproque entre adultes et élèves. La deuxième de ces réciprocités, c'est le respect mutuel, le respect réciproque. Bien sûr que l'enseignant doit être respecté, c'est indispensable, mais si l'élève ne se sent pas respecté, comment la relation peut-elle être véritablement féconde, notamment pour les élèves les plus fragiles ? Besoin d'écoute, parce qu'une réciprocité au niveau de l'écoute, c'est une réciprocité qui montre que l'on attache de l'importance à ce que pense et à ce que peut dire l'élève. Trop d'enseignants demandent l'écoute sans accorder aucun temps d'écoute à l'élève. Comment espérer qu'un élève en difficulté puisse changer d'attitude si on ne lui accorde pas un peu d'écoute sur les difficultés qu'il rencontre? Enfin, la première lettre ici de chaque mot en français, cela fait le mot créer. Ça fait je crée au présent. Et il y a derrière ces 4 réciprocités, et notamment la 4e, qui est la réciprocité de l'engagement, une dynamique essentielle. La dynamique de l'engagement, parce qu'il me semble que pour qu'un enseignant puisse trouver véritablement de l'efficacité dans sa pratique, il doit faire en sorte de contractualiser avec l'élève l'engagement de l'élève et son propre engagement d'enseignant. Si l'enseignant s'engage, et c'est très souvent le cas, mais l'élève ne s'engage pas, comment peut-il réussir sans son propre engagement d'élève? L'élève a sa part de responsabilité aussi. Et cette part de responsabilité, elle doit être discutée, négociée, contractualisée. Il y a donc une co-responsabilité à discuter. Pour terminer, je voudrais ne pas... La question des enjeux à très grande échelle ont été abordés ce matin très brillamment. Et j'ai été très, très sensible à la manière dont vous avez introduit ce symposium sur les enjeux pour la société, pour le monde. Et c'est vraiment très touchant pour moi, qui travaille sur ces questions-là, de voir cette sensibilité qui est celle avec laquelle vous abordez les questions éthiques, parce que je pense que beaucoup de pays n'en sont pas là. Et les enjeux, on voit bien que pour les individus, c'est bien sûr des questions d'estime de soi, des questions de résilience, des questions de capacité à rebondir sur les difficultés. Nous savons que les sciences, neurosciences affectives et sociales permettent de mieux comprendre comment la résilience des jeunes et des adultes se construit. L'éthique et la bienveillance contribuent physiologiquement, à travers la structuration du cortex orbitofrontal, de nombreuses parties du cerveau, à structurer la capacité à devenir résilient, à devenir porteur de paix, être soi-même bienveillant. Ce n'est plus un débat en psychologie, me semble-t-il, puisque les neurosciences nous permettent maintenant de montrer que la bienveillance des éducateurs, la bienveillance des parents, et donc l'éthique, permet de renforcer la structuration du cerveau. Donc il y a, dans le renforcement de cette structuration, un renforcement de la capacité de bienveillance des adultes et de la capacité des adultes à vivre en paix. Comment vivre en paix dans un monde où l'éducation ne serait pas suffisamment bienveillante? Le savant Edgar Morin ne se trompe pas en attachant de nombreux de ses discours à l'idée que l'éthique doit être au cœur de la politique de demain.
Il s'agit ici d'enjeux qui touchent au rapport au savoir, au rapport à l'école, au rapport au monde et donc au rapport à soi-même, au-delà de la réussite scolaire, au-delà de la persévérance scolaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mr. Marcelier, thank you for sharing your experience and knowledge with us. Fransa Milli Eğitim Bakanı, Etik Kurulu Başkanı ve Baş Müfettiş Christophe Marcelier'e tema belgesini takdim etmek üzere Türkiye Özel Okullar Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Öztürk'ü sahneye davet ediyorum efendim. Değerli konuklar, çıkışta kulaklıklarınızı teslim etmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi kısa bir aramız var. Bugün saat 15.30'da MEP Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Muammer Yıldız, Marcello Salonu'nda kurucularımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirecektir. Bilgilerinize sunuyoruz. Şimdi sizleri çay kahve eşliğinde fuayede bulunan standları ziyaret etmeye davet ediyoruz. Saat 15.30'da tekrar bu salonda görüşmek dileğiyle.